Bienvenue sur le podcast de l'art de gérer son temps où nous allons explorer ensemble les meilleures stratégies et astuces pour optimiser votre temps et atteindre vos objectifs. Je suis Chris Bonjean, coach en développement professionnel et formateur spécialisé sur la gestion du temps. Dans chaque épisode, je vais vous guider à travers des techniques, des interviews, des discussions inspirantes avec des experts et des témoignages de personnes qui ont transformé leur quotidien grâce à des changements. Alors que vous soyez un professionnel débordé ou un étudiant en quête d'efficacité, ou simplement quelqu'un qui souhaite tirer le meilleur parti de chaque journée, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous et préparez-vous à découvrir comment reprendre le contrôle de votre temps et vivre une vie plus équilibrée et productive. Bonjour Val, bienvenue sur cet épisode de l'art de gérer son temps. Je vais te laisser te présenter pour que notre auditoire puisse savoir qui tu es. Donc, je te laisse la parole. Bonjour Chris, bonjour à l'ensemble de tes auditeurs, et merci pour l'invitation. Alors, qui je suis ? Je suis Valérie Kervella, j'ai 53 ans, j'ai un enfant de 25 ans, et voilà, j'ai un parcours au départ assez classique en termes d'études. Au départ, ma base de formation est plutôt scientifique, et rapidement, ensuite, je bifurque vers une école de commerce qui m'amène à un parcours de 15 ans dans la banque assurance, où je m'éclate dans différents métiers de conseil, beaucoup de formation, d'accompagnement, et puis une expérience aussi assez sympathique de management. Voilà, et puis fin des années 2000, je passe une certification de coaching et de médiateur professionnel. À l'origine, je pensais utiliser ces compétences-là dans le cadre de l'entreprise, des grandes entreprises, mais assez rapidement, je suis attirée par l'entrepreneuriat et je crée ma société. Donc maintenant, il y a quasiment 15 ans que je suis autonome, indépendante dans cette activité, donc d'accompagnement sous forme de coaching. Et pas que, puisque les formations, les conférences, des ateliers font partie de mon activité. Et j'accompagne essentiellement des personnes qui vivent des transitions. Alors, transitions de vie qui peuvent être à l'origine des transitions personnelles, familiales ou professionnelles, mais qui amènent assez rapidement à un accompagnement sur une transition, sur une approche globale de l'être, on va dire, dans les différents plans de la vie. Et puis, de manière beaucoup plus récente, j'ai focusé mon accompagnement de transition sur des transitions en lien avec la santé, le bien-être et la qualité de vie. Et c'est ce qui me passionne et qui m'occupe principalement aujourd'hui. C'est ce qui nous amène justement sur cet épisode aujourd'hui, sur le temps et le bien-être. Et quel a été le déclic justement pour toi de faire cette transition sur le bien-être, l'accompagnement sur le bien-être? Justement, c'est un peu quelque chose qui est en rapport avec le temps, parce que ça s'est passé il y a une quinzaine d'années autour de... Oui, j'avais 40 ans à peu près, et j'étais quelqu'un qui était très, très investi, passionné par toutes mes activités et par le mode de vie que je mettais en place, par la liberté qui accompagnait l'entrepreneuriat et l'activité professionnelle telle que moi je la voyais. Et en fait, cet enthousiasme m'a amené à vivre quelque part dans le corps un certain nombre de tensions qui m'ont amené à consulter suite à une prise de sang qui n'était pas complètement OK. Et on m'a diagnostiqué une hypothyroïdie et puis différentes autres problématiques dans la prise de sang. Et le médecin à l'époque me dit bon, là, vous êtes peut-être trop stressée. Et donc, me demander si je me reposais suffisamment, et il se trouve que oui, j'avais un équilibre de vie assez intéressant, mais j'ai appris à ce moment-là que même dans une vie passionnante et relativement équilibrée, le stress peut avoir un impact sur le corps. Donc un stress positif peut avoir un impact aussi problématique que le stress négatif, on va dire, sur le corps. Mais bon, j'ai été curieuse de la manière dont ça se passait à l'intérieur de moi. Et là, le médecin me dit, je vais vous donner des médicaments. Et puis, moi, naïvement, je lui demande, pour combien de temps ? Et elle me dit, oh, ma petite dame, vous savez, quand on commence à prendre ce genre de médicaments, c'est à vie.
Et là, bah, moi, j'ai un cri du cœur, levé le bouclier en disant: «Mais certainement pas, quoi». C'était hors de question. Je refusais le principe de la prescription de pilules à vie à 40 ans. Non, c'était pas possible. Donc en fait, mon parcours a commencé là et j'ai décidé de faire tout un tas de recherches, moi, pour trouver les causes, des malaises dans mon corps, en parallèle, hein, de ce que je pouvais faire en médecine traditionnelle, hein. Je n'ai pas laissé de côté, mon médecin, de campagne pour autant. Mais voilà, j'ai fait mes propres recherches qui m'ont amené rapidement à l'alimentation et à différents aspects de la qualité de vie et qui m'ont sorti de là en quelques mois seulement, hein. Je me suis dégagée de tout un tas de médications, plutôt problématiques et mon Ok, corps, si bien entendu. d'accord. Euh, et les clients qui viennent te voir, ils viennent te voir pour quelles raisons? Alors les raisons, sont diverses. En général, la problématique qui est rencontrée vient du fait qu'il manque d'énergie. Donc on trouve des fatigues chroniques, des je suis fatiguée quand je me lève, j'ai des coups de pompe tout le temps, j'ai l'impression, d'être à côté de mes pompes quelque part. Donc ils viennent me chercher pour ça, parce qu'il y a un manque d'énergie et qui commence à poser problème, avec, peut-être des problèmes physiques et de santé qui viennent se rajouter à ça. Pour la plupart, ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur fonctionnement ou ils ont même parfois des connaissances, assez importantes en termes d'alimentation et de santé du corps, mais ils ont du mal à les mettre en œuvre, en fait. Donc c'est facile de savoir, c'est assez difficile de faire des changements et des transitions qui durent dans le temps. Mais quand ils viennent me voir, c'est qu'ils savent que quand s'ils continuent comme ça, ils vont dans le mur. Mm. Voilà. Je vais donner des exemples, hein, les langages, utilisés, c'est: j'ai plus de vie, je cours partout, ou je saute des repas, ou je mange mal, ou je dors mal, ou je prends même plus le temps de m'arrêter pour souffler ou pour aller faire pipi. Enfin, tu vois, ça peut Ah aller, ouais, vraiment d'accord. dans des choses aussi basiques, d'éléments de la vie quotidienne, qui devraient être intégrés et simples, quoi. Bien sûr, bien Voilà, sûr. donc ça, c'est une partie et puis il y en a qui viennent aussi parce qu'ils se trouvent confrontés à des difficultés, dans la manière de mener leur vie ou leur projet, des problématiques de gestion émotionnelle ou de brouillard mental et assez peu savent au départ que, l'alimentation a un énorme impact sur l'énergie, tout le monde le sait, mais sur le la capacité à réfléchir, sur la créativité et sur la stabilité émotionnelle et la capacité à trouver des solutions dans les situations complexes de nos vies qu'on ne manque pas de rencontrer. De ce que tu partages, on en prend conscience que lorsqu'il nous arrive, lorsqu'on est au pied du mur, si je peux dire. C'est vrai, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait que, bah, dans nos vies modernes, on a beaucoup de choses à faire. Les choses que l'on croit devoir faire, les choses que l'on nous demande de faire et la vie de tous les jours et que pour beaucoup, la problématique du temps justement est présente et dire: «J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de me renseigner, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps, d'aller me ressourcer dans la nature». Hem Et cette question du temps, elle est c'est celle qui revient le plus fréquemment, hein, en général comme, justification à ne pas prendre soin de soi. Et en fait, cette question du temps, on c'est intéressant de la voir autrement parce que si on n'a pas le temps aujourd'hui pour prendre soin de nous, il va nous falloir du temps demain pour être malade, quoi et pour gérer, tout ce qui va avec la maladie, en fait. C'est ça. Donc et puis bon, bah, la croyance de ça prend du temps de prendre soin de soi, elle vient aussi dans nos emplois du temps chargés où on a tendance à croire que il faut encore plus. Ah oui, mais là, il faut encore plus de temps si je Mm, fais à manger, il faut encore plus mm, de mm, temps mm. si je sors me promener. En vrai, heu, on peut l'envisager autrement. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait éliminer de nos vies, justement pour retrouver tout l'espace de l'être, de soi et gagner du temps demain pour les projets, pour les rêves, pour partager, avec les gens qu'on aime, pour la vie, pour l'activité, la contribution, quel que soit ce qui nous tient à cœur. Bah, quand on est en forme et en bonne santé et on a toutes ces facultés, la vie est quand même plus agréable et là, la notion du temps, s'étend dans une immensité, de plaisir et de bonheur, quoi. C'est Voilà, ça. donc il y a un choix à faire un petit peu, hem, de où je mets mon énergie, où je mets mon temps et donc où je mets ma vie, quoi. C'est ça. Parce que je dirais que parfois, comme tu dis, je pense que c'est un l'arbre qui cache la forêt. Parce que le problème, c'est pas forcément le manque de temps, mais c'est c'est,
qu'est-ce que je fais passer en priorité, en fait? C'est mon estime de moi. Est-ce que je fais passer ma santé avant mon travail ou avant ma vie personnelle ou avant ma famille? Mais au bout d'un moment, ben, c'est pas d'être égoïste de se dire, OK, je me mets en avant et aujourd'hui, il faut que je prenne le temps pour moi. Et je prends vraiment le temps de ralentir. Moi, moi je suis pas un hyperactif, mais j'aime être en activité. J'aime aussi ralentir. Et je sais que pendant 2 ans, j'ai dû ralentir parce que j'ai été malade. Et j'étais obligé d'écouter mon corps et vraiment, vraiment l'écouter, quoi. Parce que sinon, ben, je pouvais pas faire autrement. Et je crois que c'est d'un point de vue aussi éducatif et sociétal, parce que tant qu'on n'est pas habitué non plus à manger d'une certaine façon, on peut pas en prendre conscience. Et je pense que c'est vraiment quand on tombe malade qu'on se rend compte ben, qu'il faut vraiment tout modifier, quoi. Parce qu'on a, après, ça dépend qui, hein. Moi, je parle pour moi, par exemple. J'ai dû tout modifier parce que c'était un plaisir parce que je me rendais compte qu'il fallait que je fasse différemment. Mais j'ai pas le choix. J'avais pas le choix, entre guillemets. Ou bien de m'abîmer. Bien sûr, j'avais le choix de m'abîmer ou pas, mais moi, je voulais prendre soin de ma santé et de mon corps, quoi. Et puis après, bien sûr, avec le temps, c'est le temps que je m'accorde. Et bien sûr, je pense qu'il y a cette notion d'estime de soi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, je crois aussi parce que, tu vois, tu disais, bon, quand on se retrouve face à la maladie, on prend soin de soi parce qu'on n'a plus le choix. Mais moi, je rencontre aussi dans la vie tout un tas de personnes qui ont pourtant tous les signaux et les diagnostics et des diagnostics qui parfois font peur et qui pour autant ne changent rien absolument dans la façon de vivre et dans ce qui pourrait soutenir la santé ou changer leur trajectoire de santé pour le meilleur. Et ça, ben, comme tu dis, on n'a pas été éduqués à prendre soin de nous. Et prendre soin de nous, c'est pas un luxe, en fait, c'est une nécessité. On est plutôt à une époque où on aurait besoin de s'offrir un véritable changement de paradigme dans notre façon de penser, notamment l'alimentation, mais pas que, hein, dans le fait de prendre soin de soi, parce que on est dans une société de la maladie, en fait. On a un système de maladie aujourd'hui en France, mais pas qu'en France, hein. On a un système de maladie, et pourquoi on n'aurait pas un système de santé? Pourquoi on viendrait s'intéresser à l'être que quand il est dysfonctionnel et non pas lui apprendre dès l'école à être beaucoup plus fonctionnel et à s'intéresser à lui-même? Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Là, je fais partie de l'équipe fondatrice, on va dire, d'une école alternative. Et pour les enfants, on va leur parler rapidement du corps, de l'alimentation, des choix que l'on fait pour soi, tout en sachant qu'on vit toujours dans cette société où qu'est-ce qui domine? Ben l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du sport et puis des régimes, et puis et tous les messages qui sont passés et qui à la fois nous demandent de prendre soin de nous, mais dans un système qui ne fait que accompagner la maladie, en fait, là. Mm. Donc, Mm. il y a vraiment un changement de positionnement à commencer à avoir, de dire bah, je peux reprendre le pouvoir pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, de manière peut-être individuelle. Oui, ça va peut-être pas changer la société si vite que ça, mais si ça me change moi, si ça change, si ça permet à mes proches de vivre en meilleure santé, si je peux jouer d'être un modèle pour mes enfants, mes petits-enfants pour certains, mes neveux, mes nièces, les gens qui m'entourent, mes collègues, ben, à un moment donné, en prenant soin de soi, bah, par cette qualité d'être et les bénéfices que ça sur notre vitalité, notre énergie, le plaisir d'être en présence de nous-mêmes, bah, ça peut aussi inspirer d'autres à faire le pas, quoi. Bien Je sûr. pense qu'il y a vraiment une démarche à la fois d'inspirer, c'est possible, en étant soi-même et puis en faisant attention à soi, et puis pas que la personne bah, puisse par elle-même ensuite avoir un effet ricochet autour d'elle. Mm. Je pense Mm. plus à ça, moi, qu'à des changements qui viendraient d'une impulsion sociétale ou dans lesquels les moyens seraient mis en œuvre pour qu'on aille vers la santé, parce elle n'est pas construite comme ça aujourd'hui, la société. Mm. Mm. Oui, je pense que ça va devenir, ce sera plus, c'est plus un changement éducatif. Faut pas éducatif qui peut y avoir, aussi bien à la maison ou bien à l'école. Mais je trouve que c'est une belle démarche de commencer par les enfants parce que les enfants, ils ont une influence sur les parents.
Euh, si moi, mon enfant, il me dit, bah oui, aujourd'hui, je veux devenir végétarien, je vais pas l'interdire. Oui. Bien le comprendre, bien au contraire. Et je vais même chercher à comprendre pour quelles raisons. Et peut-être que moi, ça me modifiera aussi, peut-être dans mon mode de fonctionnement. OK. Et les personnes qui viennent te voir, ce sont plus des hommes, des femmes, ou c'est un mixte? Alors, j'ai les deux, j'accompagne les deux, mais ce sont plutôt les femmes qui ont la démarche plus naturelle et bah, encore parce que d'un point de vue sociétal, souvent, malheureusement, encore, elles ont été habituées à aller faire les courses, faire à manger, etc. Je dis pas que les hommes ne le font pas du tout, hein. Je suis entourée de tout un tas d'hommes modernes qui se prennent en charge N'est-ce et pas? qui font tout ça. Mais l'attention portée au corps et à soi et à la santé et à son apparence physique ben, amène peut-être plus les femmes à bouger pour agir que les hommes. Mais ça Mm, change et mm, je suis très contente de ça. mm. Très bien. Et quel lien on peut faire entre justement le temps et sa santé? Eh bien, le temps, c'est la vie. Donc, de quelle manière j'honore la vie, en fait? De quelle manière j'honore la vie? Comment j'utilise ma vie au quotidien? Et mon temps qui passe. Alors, si le temps existe, hein, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mhm. Mais il y a besoin de temps parce que quand on veut avancer sur une trajectoire de santé, à un moment donné, il n'y a pas aller se balader dans la nature, ça prend un temps. Se nourrir correctement, ça prend un temps. Prendre des temps de respiration, ça prend un temps. Passer du temps de qualité avec les personnes qu'on aime, ça prend un temps. Et tout ça, ça contribue à la santé. Donc c'est un ensemble de choses et de contextes vont contribuer au bien-être et à la santé, pas seulement l'alimentation du reste. Donc prendre le temps, ben, à un moment donné, c'est peut-être accepter de prendre du temps au moment où il nous semble en avoir le moins pour en gagner après. Ça demande de prendre un temps, d'apprendre des nouvelles choses, de dégager des mythes que l'on connaît. Donc peut-être se former, s'accompagner, être accompagné pour, moi j'appelle ça débugger un petit peu hein, les mythes et les croyances que l'on a pu nous donner sur l'alimentation ou sur le bien-être et avancer avec ça. Donc prendre du temps, au départ c'est nécessaire. On ne fait pas de transformation sans rien changer en fait. Donc à un moment donné, faire quelques pas de côté et changer des habitudes, ça prend un petit peu de temps. C'était ça. Si on veut longtemps et en bonne santé, ça vaut le coup d'investir ce temps aujourd'hui. Donc il y a un temps, de toute façon, d'apprentissage et de transformation. Ça, c'est inévitable. Le temps gagné derrière est incroyable quand l'on sait euh, comment, c'est tout bête, hein, mais quand on sait comment s'alimenter correctement, le temps des courses est diminué. Quand on sait quels sont les aliments qui font du bien au corps et qu'on les a chez soi, le temps pour préparer à manger est minime. On n'a que chez soi les choses qui sont saines et un repas au restaurant, c'est quoi? Ça n'est qu'un assemblage d'ingrédients. Un menu, un plat ou un autre dans un restaurant, c'est une façon différente d'assembler des ingrédients qui sont dans la cuisine du restaurateur. Mhm. Ben, chez nous, c'est pareil aussi. Donc, quand on apprend à faire ça, à avoir chez soi ce qui est nécessaire, utile et fonctionnel pour notre santé, eh bien, on peut apprendre facilement à les assembler et avoir une diversité dingue de textures, de couleurs, de saveurs, se faire plaisir réellement, tout en se faisant du bien. Oui, Voilà. mais parce que Donc, toi, tu en as prends un temps. conscience. Oui, parce que toi, t'en as conscience, mais il y a des personnes, comme tu disais tout à l'heure, elles peuvent ne pas avoir conscience que peut-être il faut prendre ce temps pour soi, pour se soigner, déjà, enfin, dans son alimentation. Alors, peut-être que des personnes qui sont dans cette situation et qui ne savent pas cuisiner, bah là, ça demande vraiment est-ce que toi, tu as déjà eu ce type de client? Et puis, ça demande beaucoup, tu vois. Il y a des personnes qui seront vraiment pas du tout prêtes, finalement. Toi, Mais ça demande
Ça demande assez peu de temps, tu vois, parce que moi, j'accompagne une expérience de 3 mois avec des personnes qui changent donc leur rapport à l'alimentation et à leur corps, à leur santé, pour avoir plus d'énergie, hein, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, plus d'énergie, plus de clarté mentale, ne pas se sentir confus, avancer dans ses projets, etc. Beaucoup de temps ou sur une longue durée pour changer des habitudes. C'est d'accepter de venir dans une nouvelle expérience et de lâcher les anciens fonctionnements pour en intégrer de nouveaux. Alors, lâcher les anciens, c'est plus facile quand on a autre chose à mettre à la place. Prendre du temps pour cuisiner, j'ai eu des clients qui arrivaient et disaient: mais moi, je cuisine jamais, je n'achète que des produits déjà tout faits, ou j'achète des produits frais sur le marché, mais j'achète toujours la même chose et je fais toujours la même chose. Et au bout d'un moment, je suis lassée. Eh bien, qu'est-ce que je fais avec eux? Tout simplement, c'est qu'on apprend que la diversité dans les aliments, bah, c'est facile à acquérir et que faire des recettes simples et goûteuses, c'est facile aussi. Donc au départ, je peux donner des éléments et des idées, mais petit à petit, ils se rendent vite compte que la créativité, elle est assez facile à avoir quand tu as quelques épices, tu as quelques plantes aromatiques, que tu peux faire du chou-fleur croustillant au four, comme en purée, comme en velouté, ou que tu peux le servir en pickles cru avec une petite sauce sympa. On règle assez facilement la question du temps aussi en simplifiant sa vie, en fait. On peut faire des choses simples, et les choses simples peuvent être redoutablement efficaces. Et pour faire des choses simples, parfois ça demande un petit peu de discipline et d'organisation. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le mot discipline au départ quand je l'évoque, mais on le prend avec beaucoup d'humour parce que moi la discipline, dans la discipline, je vois de la liberté. Et je leur dis, mais vous allez acquérir de la liberté dans la discipline. C'est-à-dire en prenant cet espace de faire les choses un petit peu différemment pendant un temps. À un moment donné, par l'expérience, on acquiert de nouveaux fonctionnements, de nouvelles habitudes dont on voit les bénéfices, c'est l'intérêt, et ça s'intègre à l'intérieur de nous. Mais il faut le faire pendant un temps pour que ça s'intègre. Et cette forme je décide de focaliser sur moi pendant un temps et de mettre en place de nouvelles habitudes, et je prends cette discipline qui me plaît pas peut-être au départ, mais à un moment donné, je sais que je l'intègre. Et derrière, c'est un non-sujet. Ça devient qui je suis. Ça devient qui je suis, et c'est simple. Et il n'y a plus aucun effort à faire. Et quand il n'y a plus aucun effort à faire, quelque part, la notion de temps, la pression du temps s'efface en même temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Mais déjà, les personnes qui viennent te voir, déjà, elles ont cette conscience de devoir changer quelque chose. Oui. Tu vois, il y a déjà au moins un pas, psychologiquement, ce pas de devoir modifier quelque chose, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique. Les deux. Ouais. Et justement, toi, dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu proposes? Comment ça se traduit? Ben, ça se traduit par un accompagnement qui est un mix, hein, que j'appelle une expérience en fait, et non pas un programme pour cette raison-là, parce que je les invite à vivre pendant 13 semaines, donc un peu plus de 3 mois, ces fameux changements justement de paradigme. Et j'associe à la fois des connaissances, hein, c'est-à-dire qu'on va aller regarder et débugger les mythes qu'on a pu nous raconter pour pouvoir voir les choses autrement et en faire l'expérience dans le corps. C'est-à-dire que c'est un mélange entre des apports de recherche scientifique, des connaissances, mettre le doigt sur des mythes que les personnes ont. Alors les mythes, hein, si c'est un peu nébuleux, ça peut être de penser que les problèmes de cœur viennent de manger trop gras. Bon, bah ça c'est un mythe. On sait aujourd'hui que le sucre est une grosse problématique dans les maladies cardiaques et que le gras, éliminer le gras de notre alimentation, comme ont tendance à faire beaucoup de gens qui font du coup un régime pour limiter le gras, pose énormément de problèmes. Il s'agit de savoir quelle bonne graisse j'amène dans mon alimentation. Et tu vois, là c'est un premier mythe de la problématique cardiaque qui est liée à manger trop de graisse. Bon, mais il y en a plein d'autres. Il y a un mythe qui dit qu'il faut manger des fruits tous les jours et à tous les repas, et que mettre un fruit à la fin du repas, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour assimiler des vitamines et des minéraux.
Mhm. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc il y a tout un tas de choses qui permettent de comprendre le fonctionnement du corps et comment tout ce fonctionnement du corps a un impact sur notre énergie, notre santé, etc. Donc des connaissances, des ressources scientifiques. Il y a énormément de recherches qui ont été faites, notamment entre 2014 et 2017, sur le microbiote, sur le fonctionnement de notre intestin. Donc on sait que dans l'intestin, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui ont un impact sur notre santé, mais qui ont même un impact et un lien direct avec la santé de notre cerveau et qui, la santé de notre intestin a un impact sur un impact négatif quand on n'est pas en santé au niveau des intestins et provoque aussi des dégénérescences au niveau du fonctionnement du cerveau et d'où les maladies qui font peur, hein, Parkinson, Alzheimer et tout ça. Donc les gens commencent à le savoir, ça, mais on vient progressivement amener dans notre expérience des changements d'habitude et des changements alimentaires qui font expérimenter dans le corps le regain d'énergie, la disparition des symptômes, la légèreté dans le corps, la clarté mentale, les émotions qui sont plus agréables dans l'expérience. Et c'est une expérience euh, qui passe vite à la fois, mais qui amène des transformations durables en fait. Mhm. Et donc, est-ce que tu dirais que, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'hypothyroïdie, tes clients que tu as ou clients ou clientes que tu as, est-ce qu'ils ont tous ce même symptôme ou ils ont quoi comme type de symptômes globalement? Ils peuvent avoir des symptômes qui sont juste des fatigues ou des fatigues chroniques. Ils peuvent avoir des problématiques liées au sucre, à l'addiction au sucre et des problématiques de diabète et les conséquences des maladies liées au diabète. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont des maladies auto-immunes, mais ceci dit, peu importe en fait l'horizon de santé et le background de santé avec lesquels ils viennent. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis pas nutritionniste, je suis pas naturopathe, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas psychologue, donc je ne viens pas poser des diagnostics et offrir des solutions euh, en réponse à des symptômes de maladie. Ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est leur permettre de reprendre les rênes de leur vie et de leur trajectoire de santé en mettant en œuvre un certain nombre de principes simples qui sont liés à l'alimentation adaptée à l'humain, si tu veux. Ce qui est Mhm. différent, le régime alimentaire adapté pour l'humain est différent du régime alimentaire adapté pour un éléphant ou un lion. Mhm. Mhm. Oui, mais Et, et, je et t'en- ça, c'est important de revenir à ces fondamentaux-là, de se dire que pour être en santé, eh bien, il y a un certain nombre de choses dont le corps a besoin et il y a un certain nombre de choses qui sont problématiques pour le corps. Et donc, on travaille sur les deux en parallèle, en fait. la partie holistique. Oui. Puis, mais d'un côté, j'ai quand même sur la partie alimentation, qui c'est qui va les conseiller sur ce qu'il faut qu'elles mangent? Alors, on fait l'expérience d'aller faire des modifications dans notre alimentation et de voir ce que ça donne dans notre corps. Et comment, On fait l'expérience. Alors, je leur donne des références par rapport à- Je te prends un exemple concret. oui, super. Le gluten est un sujet que tout le monde connaît aujourd'hui. Le Tout le monde a gluten. entendu parler du gluten. Le gluten, on en a parlé parce qu'un certain nombre une maladie, en particulier la maladie cœliaque, pour ceux qui connaissent, viennent d'une problématique que crée le gluten dans le corps et qui est vraiment qui est difficile à vivre, qui est handicapante et qui est difficile à vivre. Donc le gluten, à un moment donné, on a pensé qu'il ne concernait que les personnes qui avaient ces intolérances et ces réactions fortes. Et en fait, c'est pas vrai. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des intolérances et des sensibilités au gluten par d'autres personnes qui étaient malades ou pas très en forme ou perdaient de l'énergie à cause du gluten. Et des tests ont été développés pour aller déterminer ces intolérances. Bon, certes, donc c'est intéressant d'aller zoomer là-dessus et d'attirer l'attention des personnes sur le fait que le gluten pose problème et de savoir qu'est-ce qui contient du gluten. Donc, il y a du gluten dans les céréales en particulier, donc dans le blé, dans la majorité, le seigle, etc., il y a du gluten. Donc on a focalisé là-dessus et c'est devenu quelque part aussi un business pour une partie de l'industrie, puisqu'on sait que maintenant, partout, et pas que dans les magasins bio, on va trouver des produits sans gluten. Mhm.
D'accord? Bon, un produit sans gluten, avec l'allégation sans gluten sur le paquet, ne veut pas dire que c'est un produit sain. Mhm. Parce que parfois, quand on regarde la liste des ingrédients sur un paquet bio sans gluten, il y a de quoi grimper au rideau. Mais le gluten, tout le monde connaît, tu vois? Bon, moi, je vais plus loin avec les personnes qu'on accompagne parce que peu de gens savent, et dans les études récentes, maintenant, c'est bien clair. Le gluten, c'est une protéine. OK, on la retrouve dans un certain nombre de choses, mais c'est une protéine qui fait partie de la famille des lectines. Pas la peine d'aller très chercher dans les jargons, mais c'est une protéine qui fait partie d'une grande famille de protéines qui sont les lectines. Et les lectines, il y en a plein partout. Et il y en a même y compris dans des produits, des légumes qui sont réputés sains. Tu vois? Ouais, Par ouais. exemple, je prends les légumes d'été, les solanacées, ce sont les pommes de terre, les tomates, les courgettes, les, Oui, sec, enfin pas du tout, les aubergines. Ah, les haricots rouges Comment? aussi. Haricots rouges, je crois aussi. Il y a de la lectine Alors, dedans. les haricots rouges ont aussi de la lectine, mais tout un tas de produits dits sains, les lentilles sont bourrées de lectine. Donc, on sait aujourd'hui que le gluten pose problème, mais le gluten est une lectine, et des lectines, il y en a ailleurs que dans les céréales, en fait. Tu vois? Donc, ça, ce sont des choses typiquement sur lesquelles je travaille pour se retrouver dans cette jungle et de dire, OK, on a vu le gluten, il n'y a pas que ça comme problématique. T'as enlevé le gluten, t'es toujours malade, ben regarde, le gluten est une lectine. Est-ce que tu serais pas sensible à plein d'autres lectines? Alors, ça pourrait paraître être un petit peu, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore, dire, mais alors je peux plus rien manger, tu es en train de dire que tous mes bons produits de l'été, mes légumes, je peux plus les manger. C'est pas ça que je dis. Il faut savoir que les plantes ont un système de défense naturel qui justement les protège d'être mangées et qui parfois nous cause du tort à nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois il faut arrêter de manger le produit peut-être, mais parfois il suffit juste de savoir comment le consommer. Par exemple, de savoir qu'une tomate, dans une tomate, la lectine, elle se trouve dans la peau et dans les pépins. Donc c'est peut-être pas une très bonne idée de manger des tomates cerises à l'apéro. Mhm. Par contre, prendre des bonnes vraies tomates charnues, pour lesquelles on va enlever la peau et c'est très facile, et puis enlever les quelques pépins, et dans une vraie bonne tomate de jardin, il n'y a pas beaucoup de pépins et on peut manger les tomates tranquillement. D'accord. Donc, tu préco- plutôt préco- la tomate peut se manger, mais retirer la peau et les pépins. Et les pépins. Mais plutôt manger des tomates saines, quoi. Enfin, pas industrielles, pas Bah, non plus en conserve. plutôt pas industriel, et de savoir comment les préparer pour ne pas abîmer ses intestins avec ces lectines-là. Tu Mhm. parlais des haricots rouges ou des lentilles, bah oui, on dit ce sont des bonnes sources de protéines, etc. Oui, mais c'est bourré de lectines. Mhm. Et ce sont des aliments, du reste, les haricots, des aliments qu'il faut avoir très très bien cuits pour ne pas être malade. C'est Mhm. partie des si vous les mangez crus, il faut mieux pas trop en manger, vous allez finir à l'hosto. Mhm. Donc déjà, on doit les manger très cuits, il y a une raison. Eh bien, très cuits, c'est une chose, mais si on les passe à la cocotte minute, donc si on fait une cuisson à la pression de cocotte minute, eh bien, on va neutraliser l'impact des lectines. D'accord. Tu vois, des fois, c'est tout simple. Assez souvent, on a une cocotte minute où on peut s'en procurer une. Eh bien, entre cuire ces légumes, ces haricots rouges dans une casserole et dans une cocotte minute, d'un côté, on se fait pas du bien, puis de l'autre côté, on a neutralisé le produit problématique et on continue de bénéficier des protéines. Ouais. Bon, faut le savoir. Et puis, c'est vrai que, oui, faut le savoir. Alors, oui, il y a vraiment une importance entre le temps et son alimentation. Et quoi qu'il arrive, à un moment donné, on n'a pas le choix. Parce que de ce que j'entends, c'est aussi bien, il y a de l'impact sur sa santé si on veut être beaucoup plus productif. Parce que globalement, les gens qui veulent pas s'arrêter, c'est qu'ils veulent continuer à être productifs. Mais justement, je dirais que c'est apprendre à t'écouter pour continuer justement d'être plus productif. Bon, c'est facile à dire comme ça parce que tant que les gens n'ont pas conscientisé, ils peuvent pas modifier. Mais j'ai entendu qu'il y avait également de l'impact sur son système immunitaire. Donc quoi qu'il arrive, toi, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Des choses à Mais mettre rapidement en place. c'est exactement ce que tu dis. C'est déjà prendre conscience que ça a un impact sur notre vie. Et là, sous l'angle de la productivité, c'est évident, en fait. Mm, mm. Donc, qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil? C'est déjà reprendre les rênes,
d'être accompagné, ça aide, parce que dans les médias et quand on écoute tout un tas de choses, il y a de quoi être confus. Donc, c'est bien d'être accompagné, ça aide pour passer cette transition et de comprendre ce qui plombe la productivité, c'est une première chose. De ne pas donner à son corps ce dont il a besoin plombe la productivité. Par exemple, l'hydratation est essentielle. C'est simple, on peut dire c'est juste boire de l'eau, boire suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle et manquer d'hydratation, ça a un impact sur la clarté mentale, ça donne des maux de tête, ça donne tout un tas de choses. Mais pensez à la bonne hydratation. Pense à l'eau, hein. Oui, boire de l'eau, mais pas forcément que de l'eau, mais de l'eau. Tu vois? Donc, ça peut être déjà de venir sur des choses simples, s'hydrater avec de l'eau de qualité, donc plutôt pas de l'eau en bouteille, plutôt pas de l'eau en bouteille en plastique en tout cas. Mais bon, s'hydrater, c'est une première chose et ça a un impact sur la productivité. Ensuite, rajouter, quand on commence à cesser de donner à son corps des choses qu'il ne veut pas et qu'il ne peut pas intégrer, eh ben, ça va aider aussi. Par exemple, les aliments ultra transformés provoquent de l'inflammation, ont un impact sur le système immunitaire, amènent de la fatigue qui va avec. Bien, c'est quelque chose qui peut être modifié aussi. Donc là, si j'avais une chose à donner, c'est veiller au sucre. Veiller au sucre. Essayer d'avoir une alimentation moins sucrée. Donc, l'alimentation, diminution du sucre pour la productivité, tu vois. Et puis, se dire que ok, j'ai peut-être pas le temps, je prends quand même le temps maintenant parce que en quelques semaines, je vais avoir intégré des nouvelles habitudes pour être tranquille après et pouvoir avancer. Je gagne du temps aujourd'hui en prenant du temps pour moi. Je dirais même et surtout se rendre compte que quand on est dans un processus comme ça d'évolution et de transformation de sa relation à l'alimentation, à la santé, on met en place en quelques semaines une organisation plus simple. Ça nous permet d'anticiper. Et puis, plus on anticipe, plus on est tranquille et plus on a de temps pour faire le reste, en fait. Carrément. Voilà. Donc, maintenant, le déclic peut venir de soi, en fait. Tout à fait. Et je ne cherche jamais à convaincre quelqu'un d'entrer dans la démarche, en fait. Il y a un moment donné, tu sais, parfois, j'ai des échanges avec des personnes qui sont fatiguées, qui ont conscience qu'elles devraient faire autrement, qui savent pas comment, qui n'ont pas le temps de s'arrêter. Elles le font pas. Quelque part, je sème une petite graine en étant dans l'invitation. Et puis un jour, écoute, tu sais pas, aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai un projet qui me tient tellement à cœur que je ne peux plus faire sans mon corps, en fait. Que j'ai besoin que mon corps soit un allié. Et c'est maintenant. Et je leur demande, qu'est-ce qui te fait penser que c'est maintenant? Je le sens. Je ne veux plus faire comme ça. Et je n'irai pas toute seule. Donc, voilà, je suis une personne possible pour avancer sur ce chemin et de manière progressive et pour faciliter le chemin, tout simplement, puisque je vais aussi partager le chemin que j'ai fait moi-même et que je fais maintenant depuis plus de 10 ans. L'allégorie que j'en fais, c'est aussi, c'est comme sa voiture. On doit faire une révision. Faut pas forcément attendre parce que ton corps, tu sais pas à quel moment il y a des gens qui se disent qu'ils font un check-up peut-être tous les 5 ans pour certaines raisons ou autres. Mais au bout d'un moment, même quand tout va bien, il faut quand même aller réviser, voir ce qu'on mange, si c'est adapté à soi. Parce que quand je vois ce que je consommais avant, pourtant je mangeais sainement, et j'ai toujours mangé sainement. Et quand je mange ce que je vois aujourd'hui, et je peux dire que je mange encore sainement, mais je mangeais des choses qui n'étaient pas adaptées à mon corps. Donc je pense que ce que je dirais, c'est important d'aller voir des spécialistes, des personnes qui connaissent, pour savoir qu'est-ce que je dois adapter par rapport à mon corps. Et c'est ultra important parce qu'à un moment donné, je pense que sans savoir, tout ce que t'ingurges, ton corps, il va à un moment donné, il va te dire non, c'est pas bon, quoi. Et c'est là que tu vas rester allongé. Parce que je le vois autour de moi. Des fois, je rencontre des personnes, elles ont eu le cancer à 50 ans, elles ont des problèmes de thyroïde à 40 ans, à 45 ans, des choses qu'on n'entendait pas parler auparavant, et j'en passe encore. Donc, tout ça, c'est lié forcément à l'alimentation. Donc, c'est ultra important, je pense, de faire cette démarche. Si tu veux rester productif, que tu sois humain, je parle même pas de ta fonction entrepreneur, manager ou quoi au caisse, c'est important de t'arrêter, même si tout va bien, bien au contraire, va voir si ce que tu manges, c'est adapté à ton corps et à tes intestins. Parce que moi, finalement, je me rends compte, je mange pratiquement pas de gluten
et je vois que ça va beaucoup mieux en fait mes intestins vont beaucoup mieux. Tu m'as parlé de la tomate. Hier, j'ai fait une tarte au thon avec de la sauce tomate. Mais finalement, tu vois, bon, je me dis, ok, c'est bon, j'ai mangé sainement, j'ai mangé une pâte farine d'épeautre que j'ai fait tout seul. Bon, nickel. Mais je travaille avec mes intestins, ça me travaillait un peu. Je comprends pas. Mais je pense que c'est la sauce tomate. Elle était en conserve. Eh ben, je vais aller acheter maintenant mes tomates. Après, effectivement, ça demande peut-être un coup, tu vois, d'aller acheter du bio. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je testerai. Eh bien, c'est intéressant, si tu as toujours la boîte de ta tomate, regarde les ingrédients dedans. Tu vas être surpris de voir que dans ta boîte de tomate, il y a déjà pas que de la tomate. Il va y avoir de l'acide citrique, peut-être. Il va y avoir du sucre, très probablement. Qu'est-ce que fait du sucre dans une boîte de tomates, en fait? Hein, donc, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Et ça fait partie des choses sur lesquelles, quelque part, j'accompagne et j'éduque, savoir lire les étiquettes et de savoir ce qu'il y a dans ce que j'achète. Et en fait, plus il y a d'ingrédients, plus il y a de lignes dans la liste des ingrédients, euh, moins on s'éloigne d'un aliment qui peut contribuer à la santé. Ça c'est une des choses. Ouais. Mais, Après, tu dis, tu vois, que quand le corps nous parle et parfois on l'écoute, parfois on l'écoute pas. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des aliments qui sont non fonctionnels et si on n'entend pas aujourd'hui les signaux du corps ou s'ils sont trop petits pour qu'on les perçoive, tôt ou tard, ils vont sortir. mhm, Et tu vois, quand on dit, parfois, des parents disent, oh là là, c'est difficile, j'ai mon bébé qui fait des intolérances au lait, donc au lait de vache, hein, mhm. quand il commence à être alimenté comme ça, c'est compliqué, j'ai un enfant qui est compliqué, et puis bah, le mien, il a des allergies, et on le pose comme une problématique quand le corps est juste en train de donner des informations précieuses que des aliments qu'on donne à manger à l'enfant sont problématiques. Cet enfant, il a de la chance, en fait. Il signale dès son plus jeune âge Mhm, que tel et tel aliment n'est pas fonctionnel. mhm, L'enfant qui ne le montre pas tout de suite va pouvoir le révéler peut-être plus tard, avec mhm. des problèmes réels, avec des problèmes intestinaux, avec une fragilité aux maladies hivernales. Et tu vois, quand on se croit aujourd'hui, enfin moi c'est l'expérience que moi j'ai eue. Bien sûr, mes recherches, je les ai initiées face à des problématiques qui m'amenaient une médicamentation, enfin une prescription de médicaments qui était à vie et que je ne voulais pas. Alors, c'est les statines, c'était des bloqueurs de pompe à protons, c'était les Votirox pour ceux qui connaissent, bon, peu importe ce type de médicaments. Au départ, mes recherches, je les ai fait pour ça. Et je me suis libérée de toutes ces prescriptions en quelques mois seulement. Mhm. Mais surtout, et ça, j'avais pas imaginé, c'est que en même temps, j'ai éliminé des mots basiques que je trouvais normaux. Par exemple, j'ai réglé quoi? Un problème d'allergie. J'avais des allergies saisonnières. C'est Mhm. quand le printemps arrive et qu'on Même éternue, deux fois. etc. J'ai réglé les allergies, ouais, saisonnières. J'avais un petit eczéma dans 2, 3 endroits du corps. J'avais des eczémas qui venaient régulièrement. Plus d'eczéma. J'avais D'accord. des angines presque tous les printemps. Plus d'angines. J'avais des maux de tête réguliers, des maux de tête parfois bien embêtants. Je n'ai plus. Les problèmes de sinus, disparus. J'avais un surpoids que j'avais gagné quasiment 20 kilos en une dizaine d'années. Alors, tu vois, ce genre de kilos que tu prends petit à petit, et c'est pas énorme. Et comme toi, je ne mangeais pas de manière, je me gavais pas de paquets de gâteaux, j'étais pas boulimique ou ce genre de choses. Mais je prenais ce poids-là et on me disait, mais voilà, change ton alimentation. À un moment donné, on m'a même dit, c'est parce que tu as un problème de thyroïde que tu as ce poids-là. Eh ben, on m'a donné des médicaments pour la thyroïde, ça n'a jamais rien fait pour le poids, en fait. Mhm, Il n'y mhm, a que quand j'ai changé quelques petites choses dans mon alimentation, notamment autour du gluten, mais pas que tous ces petits bobos dits normaux, hein, parce que c'est considéré comme normal d'avoir un petit virus d'hiver parce que c'est l'hiver, eh ben non, c'est pas normal, en fait. mhm. Je ne les ai plus. Ça n'existe plus maintenant pour moi, ça. Je dis pas que je n'aurai jamais rien, mais si j'ai quelque chose, c'est que mon corps va me signifier qu'il y a un déséquilibre ou qu'il y a un mode de vie ou qu'il y a des choses soit que je lui donne à traiter qui ne conviennent pas, qui créent des problèmes, soit que je ne le nourris pas suffisamment des choses dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Tu Mhm, vois? mhm. Donc tout ça, ben ouais, c'est quand même essentiel d'en prendre conscience Bien. rapidement, Ouais. tu vois. Et quand on avance sur ce chemin-là,
le chemin, en tout cas celui que je propose, il est doux, quoi. Il est Ouais. doux, il est progressif et transformateur. En tout Euh, cas, et dans la, c'est chouette. dans la démarche, c'est là, on a lancé une petite pépite à chaque personne qui peut nous écouter. Et je pense qu'il ne faut pas forcément attendre que le mal soit là, parce que le jour où il est là, il n'est pas forcément trop tard, mais ça peut causer des inconvénients qui peuvent être dramatiques ou pas. Ça dépend de l'avancée de la maladie. Et quelle est ta routine? L'idée de routine, c'est pas tellement ce que je m'applique à moi-même, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de diversité et une routine devient justement très routinière pour moi et ça me convient pas beaucoup. Et puis derrière le mot routine, j'ai un peu parfois l'idée qu'il y aurait une recette, une routine, une recette un peu comme une recette applicable un peu à tout le monde, alors que pas forcément. Par contre, il y a un certain nombre d'habitudes que j'ai maintenant et qui me font vraiment du bien. La première, c'est le jeûne intermittent. Alors, beaucoup de gens ont entendu parler du jeûne, ont l'impression que c'est de s'arrêter de manger pendant un certain temps et de ne faire que boire de l'eau pendant ce temps-là, par exemple. Et quand je parle du jeûne intermittent, c'est que je constate que donner à mon corps des vacances de nourriture, ça lui fait énormément de bien. Alors, comment ça se passe du jeûne intermittent? C'est simplement de manger pendant une fenêtre de temps dans la journée. Et au lieu de manger de 7 heures le matin à 23 heures le soir, comme ça arrive pour certains, manger tôt le matin avant d'aller travailler, par exemple, et puis tard le soir en regardant Netflix, eh bien non, je mange sur une fenêtre plus réduite de temps. En général, je mange, on va dire, entre 13 heures et 20 heures le soir. Alors, je dis en général, parce qu'évidemment, si je suis de sortie, si je vais au restaurant avec des amis, si j'ai une soirée, je peux avoir évidemment des repas qui durent plus longtemps. Mais de manière générale, je mange dans cette fenêtre de temps. Alors, ça fait quoi? C'est que ça me permet, dans tout le reste du tour du cadran de l'horloge, de laisser le temps à mon corps de se reposer, en fait, et de se régénérer. Voilà. Notre corps est fait pour Quand? fonctionner sous forme de cycle et de cycle dans la journée, avec les rythmes circadiens notamment. Et les organes de notre corps ont besoin de fonctionner à certains moments et d'arrêter de se régénérer pendant d'autres. Donc c'est comme si je donnais vacances à mon corps d'un travail qu'il ne veut pas faire et d'un repos dont il a besoin pour renouveler mes cellules, pour éliminer les déchets et tout ça. Donc c'est le jeûne intermittent. Je pratique ça, donc on pourrait dire que ça fait partie de mes habitudes. Et puis À quel rythme ce jeûne intermittent? c'est tous les jours, c'est tous les jours. On va dire que c'est mon quotidien. Et puis quand je fais autrement, je fais autrement parce que je suis en week-end, parce que je vais avec des amis qui fonctionnent autrement, parce que j'ai un déplacement ou parce que j'ai un travail qui m'amène à devoir déjeuner plus tôt ou rentrer plus tard. Voilà, je m'adapte. Mais c'est quand même, ça fait partie de mon quotidien. Alors pour certains, ils disent c'est facile, elle saute son petit déjeuner. Non, non, c'est pas sauter son petit déjeuner, c'est pas faire de la restriction calorique en se disant chouette, tu enlèves un repas et du coup tu grossis moins, par exemple. Pas du tout en fait. Je n'ai pas faim pendant cette période-là du tout. Pratiquer le jeûne intermittent, c'est simplement manger dans une certaine fenêtre de temps dans la journée. C'est-à-dire que la plupart des gens commencent leur journée en mangeant au petit déjeuner et vont manger peut-être jusqu'à tard le soir pendant le film Netflix. Et puis ils vont dormir et puis recommencer dès le lendemain. Donc ça fait une fenêtre pour manger qui s'étale sur un paquet d'horaires de 7 heures le matin à 23 heures le soir. En jeûne intermittent, on réduit la fenêtre. Ça a plusieurs avantages. L'intérêt, c'est de permettre au corps de se régénérer dans des périodes dans lesquelles on ne lui donne pas du travail à faire. Nos organes, travaillent dans la digestion à un moment donné et dans les différents processus dans notre corps, mais ont besoin aussi de se reposer et de se régénérer. Si on donne à manger à notre corps en permanence, on est tout le temps en train de solliciter notre système et il peut pas se reposer et faire tout le système, tout le nettoyage qui est nécessaire pour le corps.
Alors moi, je décide de manger sur une fenêtre qui va de, on va dire, 13h, 12-13h le midi jusqu'à peu près 20h le soir. Ce qui ne veut pas dire que je ne mange jamais après 20h, bien entendu. J'ai aussi une vie sociale, je peux aller au restaurant, rencontrer des amis, je peux avoir aussi des déplacements qui m'amènent à envisager mon organisation autrement. Mais on va dire que de manière plutôt classique et habituelle, je pratique le jeûne intermittent. Et Certains pensent que oui. le matin, tu bois de quelque chose, tu bois tu ingurgites du liquide ou pas du tout? Que ce soit de l'eau, Alors du je thé. ne m'interdis pas de manger, hein, évidemment. Si j'ai faim le matin, je vais manger, mais il se trouve que je n'ai pas faim. Alors le matin, ce que je fais, et ça fait partie de ce que je fais tous les jours, c'est que je bois de l'eau au réveil. Donc je vais boire, moi je fais bien l'eau chaude, donc je vais prendre une eau chaude citronnée, parfois une tisane, mais je commence ma journée toujours avec de l'hydratation. Alors, on pourrait se dire que je zappe le petit déjeuner et que je vais avoir un coup de pompe en fin de matinée et que c'est compliqué et que je m'empêche de manger. Pas du tout, parce que mon corps est nourri. Et à partir du moment où, quand quelqu'un a son corps nourri, on n'a pas besoin du repas qui arrive pour tenir tout le reste de la journée, en fait. Hein, on n'a pas besoin, on n'a pas faim d'une faim nutritionnelle, on n'a pas Oui, faim de carence. Quand le oui. corps est nourri, il n'a pas besoin de manger toute la journée. Si on a besoin de grignoter, si après avoir mangé un gros plat de pâtes ou un bon gros sandwich américain, on a encore faim 1 heure après, c'est parce qu'on n'est pas correctement nourri. On a peut-être beaucoup mangé, mais on n'a pas nourri le corps de ce dont il avait besoin. Mhm. Donc, il réclame et il envoie des signaux que pour l'instant, on ne sait interpréter que dire j'ai encore faim. Et on va peut-être lui donner encore quelque chose à manger, qui est une nourriture qui est peut-être riche en calories, mais qui est pauvre dans ce dont le corps a besoin pour fonctionner, tu vois. Donc quelqu'un qui a mis en place des habitudes alimentaires saines a un corps qui est nourri, qui est hydraté, qui a toutes les vitamines et les oligo-éléments, les micronutriments les minéraux dont il a besoin, et qui est capable de fonctionner de manière sereine comme ça. Un autre sujet est important par rapport à ça, mais on va certainement pas le développer là, mais c'est de faire fonctionner notre corps avec ces deux systèmes de production d'énergie. On a un système de production d'énergie qui fait fonctionner le sucre, qui utilise du sucre pour produire de l'énergie, et on a un système d'énergie qui utilise la graisse pour produire de l'énergie. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, si vous en avez entendu parler, qui parle de notre capacité à passer d'un système de production d'énergie dans notre corps de manière cyclique et de manière complètement fluide. Mhm. Et quand c'est le cas, on ne peut pas se retrouver en hypoglycémie, on ne peut pas se retrouver en manque d'énergie. Moi, j'ai une énergie qui est stable. Je peux passer une nuit blanche à faire la fête avec des copains. Pour autant, je vais avoir une énergie stable le lendemain. Je ne vais pas être plombée. Mais est-ce que ça demande à faire une analyse, des analyses pour savoir les carences qu'on peut avoir dans notre corps avant de faire ce type de démarche de changer son alimentation? On peut le faire, on peut le faire. Il y a certaines analyses qui peuvent être demandées aux professionnels de santé, à votre médecin, mais on n'est pas obligé. Il y a un certain nombre de carences qu'on sait que l'on a. Je te prends un exemple en vitamine D. Aujourd'hui, on dit qu'il faut de la vitamine D, il faut se mettre au soleil pour avoir de la vitamine D. Mais même sous nos latitudes, même dans le sud de la France, c'est pas sûr que les gens n'aient pas des carences en vitamine D, notamment la vitamine D3. Donc, il se peut que la plupart des gens soient carencés en vitamine D3. La vitamine C, la qualité des fruits et légumes aujourd'hui, eh bien, est peut-être pas suffisante pour avoir le niveau de vitamine C qu'on avait à une époque quand les sols étaient plus riches et que les plantes étaient plus riches et nous produisaient plus de vitamine C. Donc, il y a des chances que quelqu'un qui ne mange que très peu de légumes soit carencé en vitamine C. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un Mhm. moment donné, il y a un peu aussi une idée de bon sens. La plupart des gens, ils savent que l'alimentation qu'ils ont est carencée. Tu Ah, vois? forcément, Donc, pas quand on forcément. change, Là, je sais pas, hein. Par exemple, pour moi, je sais pas si mon alimentation elle est carencée. Je l'ai fait il y a pas longtemps parce que j'ai été voir une diététicienne. Bah, elle m'a dit, OK, ça va, mais je ne le sais pas, hein.
Et je pense pas que les gens le sachent. En tout cas, je parle pour moi. Et c'est pour ça que j'ai été la voir. Tu Parce vois, que tu es déjà avancé dans la démarche. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu es déjà avancé dans la démarche et tu as voulu aller plus loin et de Mm. voir, tiens, voyons voir si je suis carencée sur ci ou sur ça. Donc, on peut le faire en amont, mais on peut aussi se dire, OK, je fais des modifications et j'amène davantage de nutriments, de vitamines et de bonnes choses dans mon alimentation pour rebooster mon système. Et on peut pas se faire de mal. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? On ouais. peut pas se faire de mal. Après, on peut aller chercher effectivement aussi, a posteriori, de dire, OK, moi j'ai fait déjà des changements, je veux voir si j'ai en plus des carences, ou j'ai telle ou telle chose que je n'arrive pas à modifier. Est-ce que ça ne viendrait pas d'une carence? Mais a priori, tu vois ce que je veux dire? Quand on démarre la démarche, a priori, je pense qu'il est assez que je prends pas beaucoup de risques à dire que la plupart des gens sont carencés au départ, donc ne peuvent que améliorer leur trajectoire de santé en faisant des D'accord. modifications. Ah, je suis d'accord. OK. Où est-ce qu'on peut te trouver si on veut en savoir plus sur ton comment tu peux accompagner comment dans tes accompagnements, Valérie? Alors la meilleure façon, ce que je privilégie avant tout, c'est le contact direct. Donc je suis assez peu présente sur les réseaux sociaux, même si en cherchant Valérie Kervella, on peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur LinkedIn. Moi, je privilégie les contacts directs. Et donc, bien, si vous êtes curieux, vous avez envie d'un échange, prenez contact par le mail, tout simplement. J'ai entendu parler de toi dans le podcast de Chris, et puis de toute façon, vous serez bien reçu, et je vous donnerai les coordonnées pour un contact direct et un échange. Je pense que n'ayez pas peur de prendre contact. Je privilégie le lien, la connexion. Et d'ailleurs, toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui, à un moment donné, ont eu un contact avec moi, on a partagé un temps, on a regardé quelles pouvaient être les problématiques et si et comment je pouvais peut-être les accompagner. Et puis on décide ensemble de faire un bout de chemin. Voilà. Et ça passe par là aujourd'hui. Je fais en local après. Moi, je suis située dans le Finistère, entre Brest et Quimper. En local, j'organise assez régulièrement des rencontres partage. Et dans la proximité, toujours, hein, c'est quelqu'un qui ouvre la porte chez lui, puis qui dit, je suis curieux de ce que tu fais, j'invite 2, 3 personnes, des copains, des amis, et puis on a un partage. Et je le pratique également en ligne. Voilà. Donc il suffit de dire, moi je suis curieux, je suis intéressé avec quelques amis, est-ce qu'on peut organiser un Zoom comme un... Et puis on se voit, on se parle, et puis je connecte comme ça en fait. OK, parfait. Je mettrai ton adresse mail dans le lien du descriptif de l'émission. Je suis ravi de t'avoir reçu, d'avoir parlé de ce sujet du temps et son alimentation, parce il y a toujours ce même lien. Si tu veux être plus productif, si tu veux gagner, tu veux gagner en temps, ben, pense à l'investir et apprends à t'écouter. Tu peux pas t'en dissocier de ton corps. Tête, cœur, corps, c'est ensemble, quoi. OK. Est-ce que tu veux me poser une question? Est-ce que tu as une question à me poser, Valérie, avant qu'on se quitte? Ben écoute, j'aurais envie de te poser la question de ce que tu retires toi de notre échange que l'on a là tout de suite maintenant. Approfondir encore et expérimenter le jeûne intermittent. Je ne sais pas à quel J'aime rythme, bien l'idée. Hmm. je le pratique. Je pratique le jeûne une fois par an. Mais là, ce serait d'expérimenter ce que je viens de dire. Ouais. Et passons, et puis je vais regarder ma boîte de conserve. Regarde, c'est intéressant. C'est intéressant. Et tous ceux C'est qui ça. écoutent là, pourraient aller regarder dans vos placards et regarder la liste des ingrédients. Ouais, Et Yuka, c'est peut-être, pas mal aussi, l'application Yuka. Moi, je sais que j'utilise ça. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vrai parce que moi, je regardais tous les aliments que je vais acheter. OK, je fais attention, mais je sais pas si je vais regarder chaque paquet ou chaque chose que je vais acheter. Je sais que je vais dans certaines boutiques bio. Je sais que je fais attention, j'achète, mais je sais pas si je vais tout regarder. Par contre, les tomates, tu vois, comme on en a parlé et tu m'as expliqué les inconvénients qu'il pourrait y avoir, ça, je veux le faire. Par contre, ça, je veux le faire. on croit que c'est compliqué de regarder, mais ça fait partie des choses sur lesquelles que j'accompagne que très, très rapidement, on acquiert et on sait vers quoi se diriger. Mais l'étape de regarder est généralement assez transformatrice. Ouais, mais je pense que c'est Mais ça pareil. se, ça-
Ça s'accompagne, ça aussi. Ouais, et je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la conscience. Il faut que je prenne conscience. Mais je veux le faire, tu vois. Je commence à changer là, tu vois. Je me dis, par curiosité, je veux regarder un peu. Merci Valérie. Merci beaucoup à toi. À très vite, à tout le monde, à très bientôt. Et s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde pendant cette émission, dans les prochaines émissions, mettez-moi un avis, un commentaire pour que je puisse savoir et que je puisse traiter vos demandes. Je tenais à vous lire un texte de Jacques Salomé, psychologue et écrivain français, qui m'a été partagé il y a quelques années de cela par une de mes consoeurs, Elisabeth Jacques, que je salue au passage. Ce texte résonne beaucoup pour moi avec l'émission que vous venez d'écouter. Bonjour mon corps. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Je ne t'ai pas accordé l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent je t'ai maltraité, maltraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté par des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, au mi-temps de ma vie, un peu ému, je te redécouvre avec des cicatrices secrètes. Avec tes lassitudes, avec les émerveillements et des possibilités. Je me surprends à t'aimer mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer ou de te donner du bon. J'ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart et de te donner les rayons du soleil et de t'introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans l'abondance et le plaisir. Mon corps, je te suis fidèle. Oh, non pas malgré moi, mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai découvert que tu m'aimais, mon corps, que tu prenais soin de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Mon corps, maintenant je t'ai rencontré et je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune. Et quoi qu'il arrive, nous veillerons ensemble. Texte de Jacques Salomé, psychologue et écrivain français. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile pour optimiser votre quotidien. Et si vous l'avez apprécié, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et laissez-nous un avis pour nous soutenir. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de conseils exclusifs et des échanges avec la communauté. À très bientôt.